parti pour environ, alors je dirais 45 minutes d'échange environ, et puis ensuite, enfin de présentation, et ensuite je prévois un temps d'échange avec des questions pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, je vais essayer de garder ce temps. Donc voilà, donc, je répète, l'enregistrement se fait. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc qui je suis, donc je vais me présenter rapidement. Donc je suis Julie Dijoux, j'ai fait une carrière en production touristique et en gestion de groupe, donc principalement avec un tour opérateur spécialisé sur la France initialement. Ensuite, j'ai basculé vers le milieu de l'hôtellerie de luxe, et ensuite j'ai rebasculé vers le milieu des hôtels clubs un peu partout sur le globe. Et donc j'ai décidé en 2018 de creuser les sujets environnementaux principalement, et ça m'a amené à faire un master en développement durable et organisation et gouvernance du développement durable, qui m'a amené vraiment à creuser les sujets de RSE. Donc voilà, j'ai opéré cette reconversion avec pour objectif voilà, d'apporter ma pierre à la transition. Ce qui m'a été la possibilité de faire, ça a été par la suite de rejoindre un cabinet conseil en RSE et développement durable qui était vraiment généraliste. Et ensuite, aujourd'hui, donc je me spécialise vraiment sur le secteur du tourisme parce que c'est celui que je connais le mieux, parce que la complexité du tourisme fait qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et que d'avoir cette connaissance-là, ça aide, tout simplement parce que moi-même, à l'époque, j'aurais eu cette envie d'avoir la capacité de pouvoir apporter une réponse à mon entreprise du tourisme, mais que je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas les connaissances. Et aujourd'hui, donc, je combine ces deux compétences-là pour pouvoir définir des stratégies RSE et aussi former. C'est vraiment ce volet-là qui me tient à cœur, c'est la formation, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui, vu que la plupart des gens n'ont pas été formés, moi la première, parce que ça n'existe pas dans les formations initiales, et ça existe encore trop peu dans les formations initiales actuelles. Donc il y a un réel enjeu de formation pour comprendre et pouvoir agir surtout et rendre tout ça opérationnel. Donc voilà qui je suis et ce que je fais aujourd'hui. Donc, les objectifs du jour, quels vont-ils être? Alors, je vais vous la faire comme la dernière fois. Mon premier objectif, c'est d'une part de vous faire prendre conscience. Prendre conscience d'une part que les enjeux d'un développement d'un tourisme durable sont vraiment importants et que c'est nécessaire et urgent, un peu à l'image de la transition que la société doit opérer aujourd'hui. Et prendre conscience aussi de l'importance du choix des indicateurs. Donc, on va y revenir. C'est vraiment cet aspect indicateur est assez important. Donc, on reviendra tout le long du webinaire sur ce sujet-là. Le deuxième objectif que je me fixe aujourd'hui, ça va être de vous inspirer sur le champ des possibles d'une démarche RSE, tout simplement parce que la RSE, c'est un sujet qui couvre beaucoup de choses, vraiment très très large, et finalement, donc là, l'objectif, ça ne va pas être de couvrir tous les indicateurs possibles, ça va être vraiment de dire en quoi est-ce que vous pouvez mener vos réflexions. Je ne vais pas vous donner de réponses toutes faites, je vais vous donner des exemples et je vais essayer de vous inspirer sur ce qui est faisable et sur ce sur quoi couvre une démarche RSE. Et puis mon dernier objectif, c'est vraiment, comme je le dis toujours avec mon positionnement très opérationnel, de vous fournir une méthode et des outils pour vous guider dans la définition de vos indicateurs, parce que vous n'allez pas sortir de là de ce webinaire avec vos indicateurs, mais par contre, vous allez sortir de là avec une méthodologie et des outils qui pourront, en tout cas, vous saurez où aller pour vous guider dans votre démarche. Donc voilà mes objectifs aujourd'hui, j'espère que ça vous convient. Et je voudrais prendre un peu de temps pour introduire ce webinaire par une réflexion de Saskia Cousin, qui est professeure de sociologie et chercheuse à l'ERES, donc l'équipe interdisciplinaire de recherche sur le tourisme, et qui nous dit ceci. Donc, je vais vous lire la phrase et j'espère que voilà, elle va résonner pour vous. Donc, le rapport à la distance a été modifié. Ce n'est plus le nombre de kilomètres, mais le nombre d'heures d'avion et son prix. Nous n'avons plus en tête la distance parcourue, mais le coût du billet. Donc, voilà, je vous laisse un petit temps de réflexion là-dessus. Ce que je voudrais vraiment souligner ici avec cette réflexion-là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un tourisme de masse, un tourisme où la mondialisation a pris le dessus
Et la perception de la distance est complètement biaisée aujourd'hui par le temps et par le prix, pour le coup. Et aujourd'hui, si on vous dit, est-ce qu'il est plus facile de faire un Paris-Barcelone en 1 heure et demie en avion que faire, par exemple, un Paris-Montpellier qui vous prendrait 3h30 en TGV ou encore plus de 7 heures en voiture. Évidemment, en termes de facilité et de temps, et ça va être plus facile de prendre l'avion que de prendre le train ou la voiture, par exemple. Donc voilà, être capable de prendre un petit peu ce recul-là sur les indicateurs et être capable de repenser vraiment son activité pour prendre conscience de l'impact que ça peut avoir. Donc, choisir ces bons indicateurs, ça va vraiment vous permettre de mener une réflexion sur votre rapport aux aspects environnementaux et aux aspects sociaux. Je ne mets pas le volet environnemental entre parenthèses, parce que c'est un des piliers du développement durable. Évidemment, si vous voulez faire tourner votre boîte, il faut l'aspect économique qui va vous permettre de payer vos fournisseurs, de payer vos collaborateurs, etc., etc. Donc, évidemment, il faut chercher la performance économique. La seule chose, c'est essayer de repenser comment est-ce que vous pouvez intégrer le reste. Donc, autrement dit, l'environnement et le côté social. Donc, je l'ai dit, l'objectif, ça va être de définir, donc là, et de vous donner une méthodologie. On va passer en revue très rapidement les principaux, ou en tout cas, enfin, principaux. J'ai fait une sélection complètement aléatoire des référentiels parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc, vous guidez sur ce qu'est un référentiel et ce sur lequel vous pourrez vous appuyer. Et ensuite, on va explorer donc rapidement, donc je vous l'ai dit, c'est pas pour rentrer dans le détail, mais quels pourraient être les indicateurs qui vont vous permettre de répondre au tourisme durable et à ses enjeux. Alors, quand on parle d'indicateurs, bon, je vais quand même resituer de quoi on parle aujourd'hui. Donc là, on va vraiment effectivement parler de ce qu'on appelle les KPI ou les ICP en français, donc les indicateurs clés de performance. Donc c'est vraiment ce que vous connaissez traditionnellement dans les organisations, les outils d'aide, d'évaluation et des outils d'évaluation et d'aide à la décision qui vont permettre de mesurer et de gérer la performance de l'entreprise. Donc, ce que je disais, la différence ici, quand on va parler d'indicateurs de développement durable, c'est qu'on va chercher à penser la performance de l'entreprise en intégrant les valeurs sociales et les valeurs environnementales, et donc sans forcément se focuser uniquement sur l'aspect économique. Il faut vraiment ouvrir le champ les scopes, comme on dit, ouvrir la vision sur les différents impacts de l'entreprise. Cette gestion-là, elle va vous permettre de faire des progrès et de répondre ces indicateurs, ils vont vous permettre de faire des progrès et de répondre à votre stratégie d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Quand on parle d'indicateurs de développement durable et de stratégie de développement durable, il faut bien comprendre et penser ça en osmose, en symbiose avec la stratégie globale de l'entreprise. Sinon, ça ne marche pas, tout simplement parce que si vous avez deux choses qui vont dans des directions différentes, vous n'allez pas pouvoir vous rejoindre à la fin. Désolée pour l'image un peu peut-être saugrenue, mais j'espère que vous avez compris le message. Pourquoi est-ce qu'on utilise des indicateurs de performance, de développement durable? Donc, le premier, ça va être de pouvoir évaluer et diagnostiquer. Tout simplement parce que ça va vous permettre de questionner vos pratiques et du coup de savoir où est-ce que vous en êtes pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Ça va être vraiment votre point de départ de savoir d'avoir une image, une photographie de ce que vous faites aujourd'hui en termes de développement durable. Ça va être vraiment la base pour savoir où est-ce que vous devez aller. Donc ça, on en a parlé lors du dernier webinaire, donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Ceux qui ont besoin du replay, il est disponible sur la page. Mais effectivement, le point de départ, ça va être d'avoir cette photographie de là où vous en êtes pour pouvoir savoir où est-ce que vous allez aller. Le deuxième objectif de ces indicateurs, ça va être de pouvoir communiquer parce que vous savez où est-ce que vous en êtes, vous allez pouvoir informer et être complètement transparent. Donc, c'est un point assez important en développement durable, c'est la transparence de l'entreprise. Informer aussi bien vos investisseurs que vos clients et l'ensemble de vos parties prenantes, autrement dit, toutes les personnes qui sont concernées, qui sont impactées ou qui peuvent impacter votre entreprise. Vous pouvez leur communiquer avec des chiffres et des données qui vont leur permettre d'avoir également cette vision d'ensemble et cette photographie de votre entreprise
à l'instant T. Et puis, la dernière chose, ça va être de pouvoir motiver et faire progresser. Parce que ce qu'on va chercher, quand on parle de performance, c'est d'améliorer cette performance-là, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale. L'objectif, c'est vraiment que vos équipes puissent vous amener à développer cette vision-là et vous amener à progresser de manière vraiment continue. Donc voilà pourquoi on utilise aujourd'hui des indicateurs et pourquoi est-ce que c'est important de les utiliser. Donc, je reprends rapidement. Donc, je ne vais pas re-rentrer dans les détails. On a vu cette méthodologie, le précédent webinaire. Mais pour resituer dans le contexte, quand vous en êtes à la définition de vos indicateurs, c'est que vous avez déjà une bonne vision de vos impacts. Vous comprenez où sont vos impacts clés. Vous avez déjà défini vos priorités et vos grands engagements. Et donc, vous allez devoir définir ensuite, par rapport à ces priorités, quels seront vos objectifs pour répondre à ces priorités-là. Et les indicateurs que vous allez devoir trouver, ils vont vous permettre de pouvoir quantifier et définir vos objectifs avec des éléments clés qui vont vous permettre de suivre vos actions. Et la finalité, c'est quand même de vous donner une visibilité sur cette progression-là. Donc, il va vous falloir que vous puissiez vous référer à une base de référence. Autrement dit, je dis ça pas au pif, par exemple, là, on a sur l'exemple réduire la consommation d'eau. La base de référence, ça va être si aujourd'hui, en 2022, je veux baisser, je ne sais pas moi, de 5% ma consommation d'eau, il faut que j'ai une référence sur une date passée, par exemple, par rapport à 2020. Donc, mon objectif va être de baisser de 5% par rapport à quelque chose. C'est peut-être bête à dire, mais c'est aussi assez important de le rappeler que cette base de référence va vous permettre de vous situer et de visualiser vos progrès. Donc ensuite, une fois que vous avez défini vos objectifs, je le dis rapidement, mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire-là, vous avez donc le plan d'action. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous définissez votre plan d'action, vous intégrez ce plan d'action-là et vous intégrez le développement durable. Et ensuite, vous pouvez communiquer en toute transparence. Donc, je vais maintenant passer aux différents référentiels. Donc, on en a vu un la dernière fois, qui était celui des objectifs de développement durable, donc les fameux 17 ODD de l'ONU. On ne va pas re-rentrer dans le détail, ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. Juste vous dire que vous avez différents référentiels généralistes qui existent et qui vont vous permettre en amont aussi bien donc de vous aider à cadrer vos réflexions et vous aider à définir vos grands engagements, vos grands objectifs. Donc, on a vu les 17 ODD, je ne vais pas revenir sur le sujet. Vous avez une grande norme qui est la norme de la RSE, qui est l'ISO 26000, qui repose sur 7 principes fondateurs qui sont la gouvernance, les droits de l'homme, la relation et conditions de travail, la loyauté des pratiques, l'environnement, la question relative aux consommateurs et les communautés et développement local. Donc, ce n'est pas forcément très spécifique au tourisme, c'est vraiment pareil, à valeur très universelle, mais ça va vous permettre de segmenter votre réflexion. Et surtout, donc là, dans le cadre des indicateurs, il faut penser que tous ces référentiels-là, que ce soit les ODD, l'ISO 26000, ils vont vous donner toute une base d'indicateurs qui vont vous être donnés pour vous permettre d'avancer sur les sujets. Donc, vraiment, même si ce n'est pas spécifique au tourisme, reposez-vous sur ces référentiels-là parce qu'ils vous indiquent les indicateurs, enfin, excusez-moi pour la redondance, ils vous donnent les indicateurs qui vont vous permettre d'avancer sur vos objectifs par rapport à ces grandes catégories-là. Donc, pour rentrer plus sur le secteur du tourisme, vous avez des référentiels sectoriels. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai mentionné très rapidement, il y a vraiment des centaines, des dizaines de référentiels différents. Donc là, je vous en ai sélectionné 3 qui sont assez généralistes pour le coup, mais vous en avez qui sont vraiment très spécifiques. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, le référentiel Green Globe, par exemple, il va avoir 4 piliers qui sont le management de développement durable, l'aspect social et économique, l'aspect culturel et l'aspect environnemental. Donc ensuite, chacun de ces piliers-là va être
décomposés en objectifs et ces objectifs vont être décomposés en indicateurs. Donc, c'est pareil pour ATR, donc Agir pour un tourisme responsable. Le label va couvrir 3 grands piliers qui vont être la transparence, le partenariat et la cohérence. Et encore une fois, il va être ensuite découpé en objectifs et vous donner des indicateurs. Pareil pour le label tourisme équitable. Vous avez cette fois aussi trois volets qui vont être donc la gestion de la structure, la qualité de l'activité touristique, l'équilibre et la pérennité des partenariats locaux. Donc, l'objectif de ces référentiels-là, ça va être vraiment de rentrer plus sur la typologie du secteur tourisme et de vous guider sur votre réflexion vraiment propre à votre activité, propre à vos enjeux. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous dire celui-là il est mieux, celui-là il est mieux ou celui-là il est mieux. En fait, il y en a vraiment beaucoup. Vous allez devoir choisir par rapport à ce qui va s'aligner le plus avec votre mode de réflexion, celui avec lequel vous serez plus à l'aise. Et vous allez surtout devoir définir les indicateurs et les objectifs par rapport à votre stratégie globale d'entreprise. Rappelons-le, on ne peut pas décorréler la stratégie RSE, développement durable, de la stratégie globale de l'entreprise. Donc, il va falloir que ensuite, vous puissiez trouver le bon référentiel, celui qui vous parle le plus. Donc, voilà, avec lequel vous serez le plus à l'aise. Donc, ça, c'est vraiment des référentiels sectoriels assez larges. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y en a encore des dizaines et des dizaines d'autres qui sont vraiment très, très spécifiques. Donc, si vous cherchez à creuser, par exemple, un sujet sur la restauration responsable, vous pouvez tabler sur Ecotable, par exemple, qui va vraiment vous donner, qui va vraiment être très spécifique sur l'activité tourisme et handicap, évidemment, sur les questions de handicap, destination pour tous, famille plus, vignoble et découverte, esprit parc naturel, bon, label divertissement responsable. Vous voyez tous à peu près ce qu'il peut y avoir, enfin, en tout cas, pas forcément ce qu'il y a dedans, mais en tout cas les sujets qui seront traités à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à creuser ces sujets-là. J'ai envie de vous dire, on peut dire que Google est notre ami, mais surtout, ces référentiels-là, dans ce cadre-là, peuvent être vraiment votre ami parce qu'ils vont vous faire gagner un temps fou en vous guidant sur, déjà en segmentant et essayer de ne pas aller dans tous les sens. Et surtout, ça va vous permettre de cadrer votre réflexion et de vous faire gagner un temps sur la définition des objectifs et sur la définition des indicateurs. Donc, toujours à ajuster, évidemment, selon votre stratégie, etc. Je ne le répéterai jamais assez, mais en tout cas, ils peuvent vraiment vous être d'une grande aide sur votre manière de mener votre réflexion, pour vraiment ouvrir le champ des possibles. Je ne sais pas si c'est ce que je disais tout à l'heure, le tourisme déjà est complexe, mais le développement durable aussi est très complexe. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur ces outils-là qui viennent, résumer ou en tout cas synthétiser l'ensemble des réflexions qui ont déjà été faites, parce que justement, ils vont avoir ce côté synthétique et ce côté où vous avez toute l'information au même endroit. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous en servir, ça vous fera vraiment gagner beaucoup de temps. Donc je vais reprendre un petit peu de hauteur et donc le travail que j'ai mené par la suite, vous allez le voir, ça a été d'essayer de donner des indicateurs à ce qu'est le tourisme durable. Donc comme je l'avais déjà expliqué, quand vous allez définir votre stratégie RSE, elle va devoir répondre à votre raison d'être, à votre stratégie d'entreprise, vraiment la stratégie globale d'entreprise. Donc là, vu qu'on a des typologies d'acteurs aujourd'hui qui sont présents dans le webinaire, qui sont tous différents, je me suis amusée à essayer de dire comment est-ce qu'on pourrait donner des indicateurs de tourisme durable en prenant la définition que tout le monde a déjà vue passer de l'OMT, qui est donc un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. Donc là, on est sur les 3 volets du développement durable, actuel et futur, en répondant aux besoins d'une part des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc, vous allez le voir, je me suis amusée à segmenter et à construire les indicateurs vraiment découpés de cette manière-là. C'est plus une question pratique qui m'a amenée à faire ce découpage-là. Vous n'allez évidemment pas découper selon visiteurs professionnels, etc. Vous allez découper ça selon vos grands objectifs, mais en tout cas, voilà ce que je me suis amusée à faire sur ce webinaire.
Donc, on va découper et voir qu'est-ce que ça veut dire être un tourisme durable pour les visiteurs, qu'est-ce qu'un tourisme durable pour les professionnels, qu'est-ce qu'un tourisme durable pour l'environnement et qu'est-ce qu'un tourisme durable pour les communautés d'accueil. Donc, pour ce faire, il faut toujours avoir en tête qu'il faut regarder les impacts économiques, sociaux et environnementaux sur chacun de ces aspects-là. Et c'est ce qui va vous amener à porter une réflexion et à mener votre stratégie RSE. Donc, j'aimerais, alors je vais essayer de faire ça rapidement. J'aimerais prendre le temps que j'ai fait quelque chose d'un petit peu moins dense que la dernière fois. J'aimerais prendre le temps pour vous poser quelques questions et que vous réfléchissiez sur aujourd'hui, selon vous, quelle est la consommation d'eau supplémentaire annuelle d'un territoire touristique en France, en moyenne? Alors, vous pouvez participer via le chat si vous le souhaitez ou dans votre tête. Dites-vous à peu près combien est-ce que vous pensez qu'un territoire consomme d'eau en plus par rapport à un territoire qui ne serait pas touristique en France. Posez-vous la même question sur la consommation d'énergie. Quelle est la consommation d'énergie supplémentaire annuelle d'un territoire touristique? Posez-vous la question, quel est le taux de retombée économique de nos voyages, donc nous en tant qu'Occidentaux, pays développés, sur les populations locales quand on va faire un voyage dans un pays en développement? J'aimerais aussi que vous vous posiez la question sur quelle part de la population handicapée en France aujourd'hui souhaiterait partir plus souvent en vacances. Et évidemment, on ne le fait pas pour des raisons de difficulté d'accès. J'aimerais aussi vous poser la question sur la part des émissions de gaz à effet de serre du tourisme aujourd'hui qui est liée à la mobilité. Donc on le sait, peut-être vous avez en tête ces chiffres-là qui sont qu'aujourd'hui le tourisme mondial représente 11% des émissions de gaz à effet de serre. Et j'aimerais que vous me disiez quelle est la part, donc dans ce chiffre global, quelle est la part, en tout cas en France, qui est liée vraiment à la mobilité. Et enfin, je pourrais vous en faire plein comme ça, mais je me suis restreint. Quelle est la part de la pollution marine supplémentaire chaque année? Je n'ai pas précisé, mais pour le coup, c'est dans la mer Méditerranée. Donc, chaque année, combien de hausses de pollution marine y a-t-il en plus? Alors, je vous laisse quelques minutes de réflexion et je vais en profiter pour vous dire que c'est vraiment l'occasion, quand vous menez une stratégie RSE, de prendre un peu de recul sur ce que vous faites, sur votre quotidien. Et c'est marrant, c'est une réflexion que je me faisais hier lors d'une discussion. C'est que quand on est dans le tourisme, on a souvent la tête dans le guidon et pour l'avoir fait, pour avoir travaillé dans le milieu, on fait ce qu'on a à faire, on est dans l'urgence et on n'a pas forcément le recul de se dire toujours quels sont les impacts comme ça. Et je trouve ça assez intéressant de prendre ce recul, un temps de recul comme ça et de se dire au final quel est l'impact du tourisme. Alors j'espère que je ne vais pas créer de frustration, mais je vais amener tout de suite les réponses. Et donc voilà, des chiffres qui pour ma part qui m'ont tous choquée, notamment la consommation d'eau. Donc on est aujourd'hui en France par rapport à une consommation moyenne traditionnelle sur les territoires qui ne seraient pas touristiques, on consomme plus 211% d'eau, plus 287% d'énergie. Et un chiffre qui m'a d'autant plus choquée, je sais pas si ça va vous faire la même chose, ça se veut pas être déprimant, hein, rassurez-vous, mais c'est vrai que ça peut faire un choc de se dire aujourd'hui, en tant qu'Occidentaux, en tant que des pays développés, quand on voyage par le biais traditionnel, on ne reverse effectivement que 5% de nos bénéfices qui finissent aux populations locales. Par le biais justement d'intermédiaires. Donc, ça va avoir un impact par le biais aussi des gros acteurs du tourisme qui finalement sont en fait des gros groupes qui récupèrent tous ces bénéfices-là. Et donc, finalement, on a aujourd'hui assez peu de bénéfices quand on fait du tourisme pour les populations locales, alors que nous, on pourrait se dire en tant que visiteur, c'est super, je vais participer à l'économie locale, je vais faire vivre des familles. Mais en fait,
quasiment pas. Donc moi, c'est un chiffre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui m'a particulièrement choquée. Voilà. 20% de la population aujourd'hui handicapée souhaiterait partir plus souvent en vacances, mais ne peut pas. Donc il y a évidemment une question éthique, une question d'inclusion, une question d'égalité aussi, parce que si c'est vraiment le handicap qui fait barrière et qui fait frein, c'est vraiment une question d'inégalité pour le coup. Après, si vous pensez aussi économiquement, c'est aussi une belle part de marché qui n'est pas exploitée parce que justement les infrastructures ne sont pas adaptées. Donc, arriver à penser aussi bien stratégie éthique que stratégie d'entreprise, il y a aussi beaucoup à faire sur ces aspects-là. Donc, je le disais tout à l'heure, 11% des émissions moyennes en France, dans le monde sont du tourisme. Voilà, je la refais. 11% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au secteur du tourisme dans le monde. Et en France, c'est 77% des émissions qui sont liées au transport. Donc, des émissions du tourisme qui sont liées au transport. Donc, c'est assez conséquent. Et on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec la citation de Saskia Cousin. Qui est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le tourisme pour que le transport ait moins d'impact? Donc peut-être repenser le nombre de kilomètres, plutôt que de penser juste sur les aspects économiques, où au final, favoriser le gain de temps va en fait avoir un impact sur les aspects de mobilité et de émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur la mer Méditerranée, c'est aujourd'hui, tous les ans, quasiment, on double la pollution. C'est quoi l'enjeu pour le tourisme? Parce qu'au final, bon, c'est un enjeu pour les territoires, on est d'accord. Tout ce qui concerne un territoire est un enjeu aussi pour le tourisme, j'ai envie de dire. Parce que l'attractivité, enfin le tourisme est forcément à un moment lié à l'attractivité du territoire. En tout cas, les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du tourisme, on le sait, c'est du tourisme qui est balnéaire et qui est lié justement à cette préservation des espaces marins. Donc voilà, des chiffres qui choquent peut-être, sûrement, je l'espère en tout cas, mais qui sont importants d'avoir en tête et qui sont importants d'avoir un peu de recul, de se dire, mais en fait, pourquoi on parle de tourisme durable et pourquoi est-ce que j'ai envie de dire, peut-être s'il y en a certains qui pensent ça, pourquoi est-ce que voilà, on s'entête à vouloir parler de ce côté développement durable? Est-ce que c'est pas un effet de mode? Non, il y a des vrais enjeux derrière, il y a des vrais impacts derrière qui sont très importants et les avoir en tête, ça permet de se dire comment est-ce que je fais pour changer tout ça? Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais repartir sur mon schéma de tout à l'heure. Donc, si on parle sur comment est-ce qu'on peut agir en faveur des visiteurs. Donc, il faut penser à notamment, alors je vous donne quelques exemples, le taux de dossiers par tranche de quotient familial. J'espère que cette phrase est claire. Autrement dit, faire des tarifications qui vont être liées au quotient familial. Donc, VVF le fait, par exemple, et ça permet à ce que les foyers les plus modestes puissent être inclus dans les destinations touristiques, puissent avoir le droit de voyager. Et là, on répond complètement à l'aspect très social qui va être de se dire, on va inclure tout le monde et donc on va jouer sur le quotient familial. Ceux qui ont plus les moyens vont payer un petit peu plus. Ceux qui ont un peu moins les moyens vont avoir la possibilité du coup, de payer un petit peu moins peut-être, mais qui vont avoir quand même accès à tous les bénéfices du tourisme. On l'a dit tout à l'heure, donc c'est des exemples. Je vous ai dit, là, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des indicateurs possibles, mais de vous donner quelques exemples. Donc, le taux d'hébergement ou d'offres, alors, vu qu'il y a plein de typologies, le public est différent aujourd'hui et plein de typologies d'acteurs différents, adaptez-le évidemment si vous êtes agent de voyage à vos offres, si vous êtes hôtelier à vos hébergements, si vous êtes acteur du territoire justement à ce que vous proposez sur votre territoire. En tout cas, adaptez le discours à chaque fois. En tout cas, voilà. Quel est le taux d'hébergement, d'offres, de produits qui est adapté aux personnes à mobilité réduite? Et ensuite, pensez aussi à tout ce qui va être le taux d'offre ou la restauration incluant le nombre de plats misant sur une alimentation responsable. Ça peut être la même chose sur les démarches de mobilité douce. Donc, évidemment, derrière,
il faut à chaque fois inclure et venir définir qu'est-ce que nous, on entend par alimentation responsable, parce que le concept peut être assez large, mais voilà, je vous donne juste une vision globale. Ensuite, vous pourrez rentrer dans le détail pour définir ce qui est vraiment, ce qui vous définit vraiment. Donc la mobilité douce, la rencontre avec les populations, la découverte d'un artisanat local, comment est-ce que vous pouvez soutenir les traditions, les cultures, justement en incluant dans vos offres des activités en lien avec ces sujets-là. Et donc, comment est-ce que vous pouvez faire perdurer certaines choses qui peuvent être perdues s'il n'y a pas l'activité touristique qui vient soutenir tout ça. Donc, c'est assez important de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un patrimoine derrière à conserver? C'est même pour moi un des objectifs du tourisme, c'est vraiment ça, arriver à faire perdurer aussi bien la connaissance que de permettre aussi, en incluant dans vos offres, de financer une infrastructure qui va permettre de conserver tout ça. Donc c'est la même chose quand on parle des parcs nationaux, le fait de financer ces parcs, enfin ça coûte cher, donc financer participer à des activités comme ça peut vous permettre de financer et donc de participer à la préservation. Donc vraiment, penser ces aspects-là, c'est assez important. Donc voilà comment est-ce qu'on peut agir en faveur du visiteur, leur faire découvrir les choses, etc., etc. Comment est-ce que le tourisme durable peut agir en faveur des professionnels? Donc là, on peut voir combien de sites ou d'offres, voilà, adapter le discours, sont situés en zone rurale. Comment est-ce que, justement, on ne va pas se concentrer sur certaines zones où il y a un tourisme de masse, et est-ce qu'on ne va pas faire bénéficier l'ensemble des populations locales des bénéfices et des retombées économiques qui peuvent être faites? Donc pensez ça. Est-ce que vous pensez, est-ce que tous mes sites sont sur des gros sites touristiques, toutes mes offres sont sur des gros sites touristiques, ou est-ce que je ne permets pas aux petites activités, aux endroits un peu plus reculés, de permettre de bénéficier des avantages des activités touristiques? Et aussi, est-ce que je ne permets pas justement aux professionnels, aux acteurs, de pouvoir avoir un emploi de manière répartie sur l'ensemble du territoire? Donc ça, c'est important. Important aussi dans le secteur du tourisme, pour le coup, le nombre d'emplois à l'année versus le nombre d'emplois saisonniers, parce que on parle là de pérennité de l'emploi, d'arriver à avoir quelque chose de stable, c'est assez important. Donc, comment est-ce que vous pouvez amener vos professionnels, enfin vos collaborateurs, à avoir un emploi plutôt à l'année que des contrats précaires? Donc, il y a des possibilités de travailler sur ces sujets-là, mais effectivement, il faut aller voir dans ces indicateurs, et il faut se dire effectivement, si c'est dans vos priorités, comment est-ce que je peux faire? Donc, le nombre de professionnels formés au développement durable. Alors ça, c'est vraiment une question qui me tient à cœur, parce que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas formés, on n'a pas été formés, et les jeunes générations qui arrivent ne sont pas forcément non plus toutes formées sur aussi bien les enjeux de transition globaux que sur comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça. Sauf que votre entreprise, elle va devoir s'adapter, elle va devoir mener une transition pour pouvoir perdurer. Sauf que si vous n'avez pas les compétences en interne, vous n'aurez jamais de changement qui va pouvoir s'opérer de manière profonde. Donc, d'avoir cette vision du nombre de professionnels que vous avez formés au développement durable, au tourisme durable, à la RSE, ça va vous permettre de faire progresser votre entreprise et de lui permettre de s'adapter au mieux, parce que vous avez les compétences en interne, et donc vous avez la possibilité d'évoluer. Et surtout de toujours se poser les questions en continu pour s'améliorer de manière continue. Alors, le taux de parité homme-femme, le nombre de femmes au poste de direction, le taux de turnover qui peut aussi refléter un certain mal-être dans l'entreprise. Ensuite, tout ce qui va concerner la diversité en entreprise, le taux de seniors, le taux d'alternants, le taux de collaborateurs en situation de handicap, le taux de nationalité étrangère. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir une bonne vision de votre diversité
en quoi la diversité, c'est important. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que je ferai peut-être quelque chose là-dessus. Aujourd'hui, il y a 5 méta-compétences de développement durable, qui sont donc des compétences qui permettent d'inclure le développement durable dans une organisation. Et la vision collective, l'intelligence collective, pardon, ça va être un outil majeur. Cette intelligence collective-là, elle fonctionne que si vous avez une certaine diversité. Parce que la diversité, elle va permettre d'exprimer l'ensemble des points de vue et avoir une richesse, de fournir une certaine richesse d'arguments et de permettre d'innover dans votre entreprise. Alors, je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je l'ai dit. En tout cas, voilà, aujourd'hui, l'intelligence collective, elle peut se fonder que sur la diversité. Et cette diversité-là va être importante pour que vous puissiez évoluer et faire adapter votre entreprise à la transition. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez agir en faveur des professionnels? Alors, question qui pose peut-être un peu plus question aujourd'hui aux acteurs du tourisme, c'est comment est-ce que je peux agir en faveur de l'environnement? Bien qu'on entende beaucoup parler de ça. Alors bon, je vous mets en premier la quantité de CO2 émis. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce qu'on parle beaucoup climat et bilan carbone. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Je pense que vous avez des webinaires entiers dédiés à ça. Mais en tout cas, pensez comment est-ce que vous avez une action sur le climat. Ça va vous permettre aussi de pérenniser votre activité. Pensez donc la consommation d'eau. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les chiffres sont très importants et il y a un vrai enjeu pour les acteurs du tourisme d'arriver à se mesurer et à se rationner plutôt, excusez-moi, sur sa consommation d'eau, tout simplement parce qu'il y a des destinations qui sont aujourd'hui en stress hydrique, parce que c'est une limite planétaire. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais on sait qu'il y a des vrais enjeux si la qualité de l'eau et la quantité d'eau et les répartitions d'eau ne sont pas en équilibre sur la planète. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Donc aujourd'hui, le tourisme qui se répartit qui est vraiment une activité qui se répartit à travers le monde, a un impact très fort. Et donc pour moi, c'est vraiment un des enjeux majeurs aujourd'hui quand on parle de tourisme que de parler de consommation d'eau. Et vraiment d'arriver à gérer sa consommation, gérer la qualité de l'eau. Donc vraiment arriver à vous poser ces questions-là. Donc la quantité d'énergie consommée sur un site et sur un territoire, la quantité de déchets produits, parce que je ne vous l'ai pas mis dans mes petites cartes questions tout à l'heure, mais il y a aussi 27% de quantité de déchets supplémentaires, donc quasiment un peu plus d'un quart de déchets générés en plus sur les territoires touristiques que sur les territoires qui ne seraient pas forcément spécialement touristiques. Donc il y a un vrai enjeu de gestion des déchets. Et aujourd'hui, on a certaines destinations qui ont la capacité de gérer les déchets seulement pour la quantité de population. Sauf que quand on arrive sur des périodes juillet, août, haute saison, où on a un surplus de visiteurs sur le territoire, ben, il y a nécessairement une gestion des déchets qui est plus difficile derrière parce qu'on n'a pas les ressources pour traiter ces déchets-là. Donc, il y a un vrai enjeu aussi sur cette question des déchets. Donc, poser cet indicateur de déchets peut avoir un impact important pour votre entreprise et peut être un enjeu important pour votre entreprise ou pour votre territoire. C'est vrai que c'est particulièrement intéressant pour les territoires. Le taux de recyclage, donc je ne reviens pas là-dessus, ça va avec. Le nombre de sites ou de kilomètres qui sont accessibles à vélo, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Arriver à penser mobilité, accessibilité par des mobilités plus douces, ça va être important. Est-ce que si les visiteurs viennent sur ma destination, est-ce qu'une fois qu'ils sont sur place, ils doivent toujours prendre la voiture pour aller d'un point A à un point B? Ou est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un large panel de pistes cyclables qui vont leur permettre de pouvoir se déplacer de manière beaucoup plus sobre, plus sobre en termes d'énergie. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Je fais
Un petit rappel ici, parce que ça me vient en tête, mais le Fonds pour un tourisme durable court toujours. Donc, il y a aussi la possibilité aujourd'hui avec l'ADEME de vous faire accompagner si vous avez besoin de financer vos projets pour favoriser la transition énergétique. Donc, voilà, allez faire un petit tour là-dessus, entre parenthèses. Les territoires peuvent, et les hébergeurs peuvent aussi avoir des aides financières. Donc, la part de visiteurs qui viennent en voiture, c'est aussi important. Est-ce que quand les visiteurs viennent sur votre destination ou sur votre site, est-ce qu'ils ont la possibilité de venir facilement via une gare ou via des navettes ensuite qui viennent les amener du site jusqu'à la gare, par exemple, ou est-ce qu'ils viennent et ensuite ils déposent leur voiture toute la semaine pour ensuite ne la reprendre qu'à la fin. Voilà, posez-vous ces questions-là aussi, c'est assez important. Le taux de surface artificialisée. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en gros l'ensemble des terres qui vont être transformées, qui vont être goudronnées, qui ne vont pas pouvoir répondre à leur... comment on appelle ça? À leur j'ai plus le mot en tête. Alors, raison d'être, c'est pas vraiment ça le mot, excusez-moi, j'ai plus le mot qui vient en tête, mais voilà, effectivement, qui vont plus répondre à leur fonction. Voilà, pardon, excusez-moi, à leur fonction de biodiversité. Donc, le taux de surface pour les territoires, ça va être assez important. Combien est-ce que j'ai de surface qui est artificialisée et arriver à maintenir ce taux de manière assez bas? C'est aussi bien important pour le tourisme, mais c'est aussi important parce que c'est aussi défini dans la stratégie nationale. Donc, il y a vraiment un enjeu là-dessus également. Et enfin, j'arrive sur agir en faveur des communautés d'accueil. Donc là, tout à l'heure, je vous ai illustré ce taux de retombées économiques pour les populations locales. Alors, combien est-ce que j'arrive à faire bénéficier les populations locales de mes voyages que je crée, que je vends, que j'offre? Ça va être important de se poser cette question-là et d'arriver à générer des actions pour améliorer ça. Donc, je le disais tout à l'heure, je ne rentre pas dans les détails des actions qui peuvent être mises en place, c'est vraiment pas l'objectif de ce webinaire-là, mais vous avez des plans d'action qui peuvent être mis en place par la suite, et vous pourrez creuser ce sujet-là. Je vais vous donner des ressources tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc, le taux de satisfaction des populations locales sur la gestion des flux touristiques, ça, c'est quelque chose qui est assez important aussi dans le sens où aujourd'hui, on a vu certaines crises sur des destinations qui ont vu une très forte massification touristique et qui tout simplement n'arrivent plus à supporter les touristes et ça peut créer des tensions. Et donc, c'est assez important de se dire, est-ce que finalement, la population locale aujourd'hui, elle vit bien cette arrivée des touristes et est-ce que finalement, j'empiète pas trop sur le territoire de manière négative parce que j'ai des impacts qui sont plus négatifs que positifs. Donc ça va être important aussi de se poser ces questions-là et d'arriver à poser les indicateurs là-dessus. Donc, agir en faveur des communautés d'accueil, c'est également arriver à savoir combien est-ce que de familles j'arrive à faire vivre, familles ou personnes j'arrive à faire vivre en vendant mon produit, en proposant mes services. Et également le taux de produit qui inclut un site culturel, un site naturel, et auquel cas, jusqu'à combien je participe sur le territoire au financement de protection de la biodiversité, de protection de certains sites. Ça va permettre de se poser la question et d'arriver à se dire combien je vais financer. Alors aussi bien, donc là, d'un point de vue communauté d'accueil, on est d'accord que pour le point de vue visiteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va permettre d'apporter une certaine satisfaction, curiosité sur les sites culturels, sur les sites naturels, etc. Le taux de produit qui intègre donc une expérience en lien avec les entreprises du patrimoine vivant, donc qui vont permettre effectivement de garder un certain patrimoine. Donc, il y a possibilité de mettre des activités en place,
Ça peut être des expériences fortes pour les visiteurs, donc ça, il faut vraiment arriver à penser ça, mais ça peut être aussi des expériences fortes justement pour les communautés d'accueil parce qu'on diffuse quelque chose, on perpétue une tradition, un savoir, et c'est quelque chose qui est assez important aussi bien pour faire tourner ces structures qui permettent d'entretenir ce patrimoine que pour les travailleurs de ces entreprises-là qui vont avoir plaisir en général à transmettre leur patrimoine et leurs connaissances. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Donc voilà, j'ai passé rapidement en revue tout ça sur les 4 aspects. Je ne vais pas rentrer spécialement dans le détail là, on trouve un peu ça un peu partout, mais je vais juste prendre un peu de recul sur ce qu'est un indicateur pertinent. Appliquez-vous la méthode SMART, comme on l'appelle, qui est spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et temporel. Et donc, vos indicateurs, vous n'allez pas pouvoir les utiliser tels que je vous les ai donnés là. Évidemment, il va falloir que vous alliez le spécifier à l'objectif de votre grand engagement initial. Il va falloir que ce soit mesurable, donc évidemment, arriver à quantifier les choses. Il va falloir que ce soit réalisable, donc il faut que ce soit atteignable, mais en même temps, j'aime bien le répéter, il faut que ce soit ambitieux, sinon ça ne marche pas. Ça ne motive pas les équipes du moins. Et il faut que ce soit pertinent, donc que ce soit vraiment en cohérence avec la vision de l'entreprise. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Une stratégie de développement durable s'intègre à une stratégie globale. Et il faut que ce soit donc défini sur une durée précise pour que ce soit effectif et pour que vous puissiez vraiment avoir une visibilité de vos évolutions. Il faut que vous ayez, comme je le disais tout à l'heure, dit je baisse de 20% ma consommation d'eau en 2025 par rapport à 2020, par exemple. Sinon, ça ne fait pas sens et que vous n'avez pas de point de repère pour voir les évolutions. Donc voilà, vous pouvez creuser ce sujet-là. C'est la méthode SMART est reprise un peu partout. Ce n'est pas quelque chose lié au développement durable. Et donc là, ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que vos indicateurs vont vous permettre de prouver votre performance. Donc, on a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est aussi de l'afficher et de la communiquer, de valoriser vos actions, donc de bénéficier des opportunités RSE. Je ne rentre pas sur ce sujet-là, j'ai détaillé tout ça dans les différentes opportunités d'une démarche de développement durable dans le précédent webinaire. Mais j'insiste vraiment sur le côté de prouver la performance. Ça va avoir quelque chose de vertueux parce que vous allez prouver aussi à votre écosystème et à l'ensemble des acteurs et à l'ensemble des parties prenantes parce que vous allez le communiquer, vous allez l'afficher, vous allez valoriser vos actions. Et on va voir aussi que vous bénéficiez de ces opportunités-là. In fine, ça va vous permettre d'encourager votre écosystème à agir de la même manière. Donc, il y a quelque chose d'assez vertueux de se dire, je mesure, j'ai mes indicateurs, je peux en parler, je peux prouver les choses. Et donc, dans ce cas-là, j'ai quelque chose de très vertueux qui se met en place avec mes partenaires, mes parties prenantes, et donc avec mon écosystème. Donc, quand vous mettez une démarche RSE derrière, c'est bien de valoriser les choses, mais c'est surtout important, pas que pour les opportunités, c'est important pour avoir ce côté très vertueux de dire, en fait, ça marche et en fait, on y gagne et en fait, c'est vraiment bien et en fait, voilà, à toutes les opportunités que vous pouvez avoir, arriver à les prouver. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Je voulais garder un petit peu de temps, mais effectivement, j'ai un peu débordé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vos indicateurs doivent se mettre au service de vos objectifs. Donc, tout ce que je vous ai donné là, c'est vraiment des exemples pour vous montrer le champ des possibles, parce qu'en fait, ça couvre énormément de choses. Mais que vos objectifs, eux, doivent se mettre au service de votre engagement, de vos grands engagements, qui vont, eux, se mettre au service de la raison d'être de votre entreprise. Donc ça, il faut vraiment avoir ces échelons-là en tête, plutôt comme ça, et de se dire, voilà, vos indicateurs, ils doivent vous servir à chaque fois. Il ne faut pas les prendre au pif, il faut vraiment réfléchir à pourquoi on les met en place et qu'est-ce qu'on veut arriver à faire passer comme message derrière. C'est assez important. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut questionner vos activités en questionnant vos impacts, aussi bien sociaux qu'environnementaux, donc ça, vous l'avez compris. Et vraiment, le message que j'aimerais passer, c'est vraiment arriver à ce côté très vertueux, encourager son écosystème et prouver que ça marche. C'est selon moi ce qui va faire
que le secteur va se bouger. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement beaucoup de contraintes réglementaires pour les acteurs du tourisme, quoique il y en a qui arrivent. Mais jusque-là, vous avez été assez épargnés et c'est pour ça que le secteur est un petit peu en retard sur ces sujets-là, peut-être. Mais en tout cas, pour faire bouger les choses, c'est de prouver que il y a peut-être un investissement initial, mais au final, vous avez des gains qui sont beaucoup plus forts et votre performance augmente. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Je vais juste vous rappeler une chose, c'est qu'il y a certaines choses qui ne se mesurent pas. Et j'entends beaucoup en ce moment parler de l'authenticité dans le secteur du tourisme. Et je pense que l'authenticité est pour le coup primordiale, importante. Bon, on ne va pas refaire le tableau. Et il faut avoir ça en tête. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas faire quelque chose de palpable en termes de stratégie, entre guillemets, RSE derrière. Mais il faut le garder en tête et avoir vraiment cette vision-là de quelle est mon envie, hem, qu'est-ce que je veux faire de mon tourisme, de mon activité touristique et qu'est-ce que j'ai envie de faire passer? Est-ce que j'ai juste envie de faire du chiffre? Ou est-ce que je veux vraiment faire passer des émotions, faire passer une rencontre avec des populations et faire découvrir réellement des cultures différentes? Enfin, j'ai déjà voyagé un petit peu moi-même et c'est vrai que dans certains pays, ça m'a marqué de voir à quel point, en fait, l'image pouvait être assez faussée. À titre d'exemple, en Afrique du Sud, enfin à Cape Town, c'était assez, hallucinant de voir, en fait, à quel point on avait une caricature de l'Afrique qui était représentée et que sur les marchés, en fait, il y avait aucun produit, qui venait, d'Afrique du Sud. Les vendeurs n'étaient même pas sud-africains. C'est un exemple comme ça, mais de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire passer et qu'est-ce qu'on veut donner à notre visiteur? Hem, Se rapprocher des cultures, c'est important et se rapprocher de ce côté très authentique, c'est important. Voilà, c'était mon mot de la fin. Donc, je vous remercie d'une part pour votre attention. Je suis désolée, j'ai un petit peu débordé, donc je suis quand même ouverte pour les questions.